Monsieur Ba, sachant votre place dans la médecine légale en Guinée, est-ce que ces enquêtes devraient se passer? Ces enquêtes de police, selon vous? Oui, la scène de crime, c'est classique, c'est connu. On devrait procéder à ces enquêtes de police, on devrait prélever les empreintes digitales, on devrait prélever éventuellement même les traces de sperme, les préservatifs, les instruments tranchants, les couteaux, les baïonnettes, tout ce qu'on a trouvé sur place, les canettes, tout ça c'est important pour la scène de crime. Est-ce que la scène de crime a été vraiment exploitée par l'enquête? Moi, je n'ai pas été associé. Vous n'avez pas une idée? Mais je ne sais pas, je n'ai pas été associé, je n'ai jamais été appelé à la scène de crime. Normalement, la scène de crime, c'est le procureur, les membres du parquet, les officiers de police judiciaire, les médecins légistes, les experts en criminalistique. C'est nous tous, mais moi, je n'ai pas été associé. Vous n'avez pas été associé? Non. Vous avez agi à un moment donné, suivant deux casquettes. En tant que médecin, Dr Hassan Ba, et vous avez agi dans une commission. Tout à fait. Est-ce qu'il a été question une seule fois d'aller voir au niveau des fosses communes? Écoutez, moi, je n'ai pas connaissance de fosses communes. Je vous ai dit que j'ai été membre de la commission d'enquête parce que j'ai représenté l'ordre des médecins. Et dans cette commission, il n'y avait pas que des médecins, il y avait des magistrats, il y avait des avocats, il y avait des représentants des organisations de la société civile. Donc, je suis président de l'ordre des médecins depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, je les ai représentés là-bas. Oui. C'est à ce titre que je me suis retrouvé à la commission d'enquête. Et ce que j'ai fait là-bas, j'ai fait en tant que membre de la commission. Oui, en tant que membre de la commission. Je voudrais juste savoir, à ce niveau, est-ce qu'il a été question des fosses communes une seule fois? Est-ce que la commission s'est penchée sur cette fosse commune, cette question? Cette question n'a pas été évoquée. Et même si elle a été évoquée, ce n'est pas au cours d'une réunion de la commission. Parce que dans la commission, on avait des sections. C'est-à-dire, moi je m'occupais avec mon collègue de la santé de tout ce qui est médical. Il y avait ceux qui s'occupaient de la justice, ceux qui s'occupaient des enquêtes, etc., etc. Mais on n'en a jamais parlé. Voilà, on n'en a jamais parlé en commission. L'avant-dernière question. Est-ce qu'on a essayé de relier les balles à un auteur donné? Écoutez, est-ce que vous savez que avec les douilles qu'on a pu récupérer, on peut déterminer l'arme qui a tiré? Oui. Oui. Et si avec cette douille, on détermine l'arme qui a tiré, on peut raisonnablement identifier le détenteur de cette arme. Je pense que dans les camps militaires, lorsqu'on affecte une arme à une personne, elle est enregistrée au service armurerie. Et lorsqu'il est enregistré au service armurerie, on connaît telle arme a été affectée à telle. Et lorsque, à partir de la douille, donc le numéro de la douille, on retrouve l'arme qui a tiré, naturellement, on peut retrouver le détenteur de cette arme, même si ce n'est pas lui qui l'a utilisée, mais à qui cette arme a été affectée. Ça, c'est bien possible. Mais je crois que dans ce cas, en tout cas, les douilles qui ont été... Je vous ai dit, j'ai eu 3 orifices de sortie. Et je crois que j'ai 2 ou 3 douilles. Bon, si j'avais fait l'autopsie, par exemple, j'aurais pu retrouver les douilles à l'intérieur des corps. Et si tel le cas, théoriquement, c'est bien possible. C'est bien possible. L'autorité ne l'ayant pas fait. L'autorité ne l'ayant pas fait. Qu'en pensez-vous?
Moi, je vous ai dit, en fait, tout ce que, ce que la scène de crime nous aurait permis de faire et de faire avancer le dossier. C'est-à-dire que les douilles qu'on aurait pu retrouver sur la scène de crime, vous avez parfaitement raison, on aurait pu les exploiter pour retrouver l'arme qui a tiré et puis éventuellement le tireur. Ça, c'est une insuffisance au niveau des enquêtes. Bon, moi, je ne sais pas. OK. En tant que médecin légiste, avez-vous été satisfait vraiment du travail de médecine dans ce travail du 28 septembre? Un dossier aussi important que celui du 28 septembre. Bon, moi, je suis satisfait de la tenue du procès. Je suis satisfait aussi du fait qu'on m'ait sollicité pour venir apporter mon témoignage. Pour moi, c'est une avancée. Oui, mais le travail de médecine légale dans les enquêtes du 28 septembre. Le travail de médecine légale, c'est le même. Depuis 1993, je suis rentré, je fais la médecine légale. Sans autopsie, rien, oui. Absolument. Non, mais maître, je vous dis, il y a beaucoup de corps ici que je fais pas d'autopsie, c'est parti. Il y a beaucoup de corps où je fais l'autopsie, où le rapport, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est notre débat. On veut indexer les uns et les autres pour dire que c'est des auteurs. Mais non. Scientifiquement, techniquement, on n'est pas allé au bout des choses pour vérifier et confondre les gens. Bon, moi, je ne réponds pas à la question. Merci, M. le Président, j'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président, distingués assesseurs, professeurs. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, tout à l'heure, lors de votre déposition, vous avez parlé d'ADN. Et vous avez parlé de l'exhumation de corps pour poser l'ADN. Et qu'à la suite de cette analyse, il n'y a pas eu de conformité entre les personnes prélevées et les corps qui ont été testés. Alors, je voudrais savoir, est-ce que cela est dû au fait qu'il y a eu un manque de volonté de la part des personnes qui se revendiquaient proches de ces victimes, ou bien c'est parce qu'il y a eu un manque de communication à l'adresse de ces personnes? Bon, à mon avis, ni l'un ni l'autre. Vous savez, l'ADN, il est très difficile d'extraire l'ADN. Très. Ce n'est pas ma question. Je sais pas si ça peut se situer à deux niveaux. D'accord. D'abord, sur le plan technique, peut-être. On n'a pas pu très bien respecter toutes les procédures, le temps d'assèchement des eaux, la technique de prélèvement. Ça peut être un prélèvement qui n'a pas été suffisamment complet. Ça, c'est un peu. Deuxième possibilité, c'est qu'on ne retrouve pas l'ADN. On ne retrouve pas l'ADN parce que tout simplement, parce que vous savez, même les techniques d'identification et de séquençage de l'ADN ont évolué. Il faut dire que ça, c'est depuis 2009. Actuellement, vous reprenez l'ADN dans les mêmes conditions, c'est certain que si le premier examen est négatif, ils vont utiliser d'autres méthodes de séquençage pour encore aller plus loin. Donc moi, je pense que ce n'est pas au niveau des personnes qui sont soumises aux examens, ce n'est pas aussi un manque de volonté, parce que je voyais que tout le monde, chacun veut retrouver son parent, ça c'est indiscutable. Mais la science, en fait, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas parce qu'on a prélevé et puis tout de suite qu'on va retrouver l'ADN. On peut rechercher et ne pas trouver. Donc, je pense que bon, ça a été comme ça, c'est comme ça, on n'a pas trouvé. Donc, si j'ai bien saisi, ça veut dire que le protocole n'a pas été observé à la lettre. Ce n'est pas le protocole. Écoutez, lorsqu'on vous dit de faire une exhumation, ce n'est pas vous qui allez descendre. Vous faites descendre les gens à la fosse. Ils vont prélever le fémur. Ils vont prélever le bassin. Il y a des techniques de prélèvement que vous leur donnez.
Ils vont le faire. Je suppose, pour moi, c'est bien fait. Donc, ils reviennent. On a des techniques au niveau du service que le laboratoire nous impose pour la préparation des échantillons avant de les emballer et les expédier. Donc, on a respecté toute cette procédure. Mais nous sommes allés dans un premier temps, comme je dis, dans un premier labo. Ce n'était pas le bon labo, ils ne pouvaient pas le faire. Il fallait encore retourner avec les échantillons. Donc, il y a eu beaucoup de manipulations. Et puis, avant de les envoyer dans ce laboratoire. Donc, moi, j'essaie de voir quelles sont les possibilités d'erreur qu'ils peuvent avoir dans ce cas. Ça, c'est possible. Je mets d'abord à ce niveau. Deuxièmement, ils ont fait les examens et ils n'ont pas trouvé. Ils ont peut-être recherché l'ADN nucléaire et négatif. Ils n'ont pas peut-être eu tous les éléments pour faire l'ADN mitochondrial ou bien le chromosome Y pour rechercher à travers d'autres techniques à l'époque qui n'existaient pas, qui existent aujourd'hui, qui sont avancées. On n'a pas pu le faire et ils m'ont dit c'est négatif. Pour moi, je me résume à ça, c'est négatif. Donc de là, je pense aussi, lorsqu'on a prélevé, ce n'est pas les 27 corps qui ont été prélevés. Peut-être que dans les corps qui ont été prélevés, il n'y avait pas un représentant de la famille parmi ces corps et les autres. D'accord? Donc il y a beaucoup d'éléments qui expliquent un peu c'est négatif. Parce que ce qu'on a voulu faire, c'est de dire, est-ce qu'en prélevant un échantillon et en comparant avec certaines personnes qui ont accepté de donner leur sang et puis les cheveux et les ongles, on peut extraire l'ADN et faire une corrélation génétique. C'est ce qu'on a essayé. Mais dans l'échantillon prélevé, dans les deux cas, on n'a pas trouvé. Donc là, il ne faut pas trouver un problème à ça. D'accord, c'est compris. Alors, professeur, oui. Est-ce qu'à date, vous êtes à même de dire au tribunal combien de personnes avaient été prélevées? Je pense que j'avais prélevé pas beaucoup. Hein. Hormis Maître Ba. Oui, mais Maître Ba, je crois qu'il y avait 5 maximum. Pour 27 inhumés. Ben, je vous ai dit, on n'a pas prélevé les 27. On a prélevé quelques échantillons, peut-être de 3 à 5, pour essayer de voir la corrélation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'indiquer avec exactitude l'endroit où ces personnes avaient été inhumées au sein du cimetière Cameroun? Avec l'aide de la Croix-Rouge. Je vous ai dit, ce n'est pas moi qui les ai inhumés, c'est la Croix-Rouge. Mais la Croix-Rouge pourra le faire. Donc si la Croix-Rouge, avec l'aide de la Croix-Rouge, peut-être si la Croix-Rouge vous indique le lieu, je peux... Parce que, professeur, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites avec l'aide de la Croix-Rouge. Oh. Parce que vous-même, ici, lors de votre narration, vous avez soutenu que cette idée-là émanait de vous. C'est vous qui avez sollicité l'exhumation des corps pour des fins d'ADN. Pour l'exhumation, je parle de l'enterrement. Pour l'exhumation, oui. C'est là où on a enterré le corps qu'on est allé exhumer. Et je vais vous dire, monsieur, cher avocat, j'ai une équipe. Il n'est pas dit parce que j'ai demandé d'exhumer le corps que moi-même j'irai au cimetière. Ah, ok. Voilà. Précision importante. J'envoie mon équipe qui est composée de médecins et de personnes qui travaillent dans les morgues. Et ils font le prélèvement, ils connaissent la technique, ils m'envoient les corps. Alors, l'équipe que vous aviez constituée à l'époque, qui était, par exemple, responsable de cette équipe? Je vous ai donné tout de suite le nom d'un de mes plus anciens dévoués collègues, le docteur. Qui est malheureusement décédé. Voilà. Y a-t-il un autre? Il y en a plusieurs autres. Qui étaient membres de cette... là. Vous pouvez citer un des éléments de cette commission? Si vous avez besoin d'eux, je les mettrai à votre disposition. Est-ce qu'à la suite de leurs travaux, ils vous ont déposé un rapport comme cela se doit? Ce n'est pas un rapport qu'on m'envoie. Je les envoie, ils exécutent, ils viennent, ils me font le compte rendu. Vous les envoyez, ils exécutent, ils vous font un compte rendu? Oui, tout à fait. Le compte rendu, il est comment? Il est oral, verbal? Il est verbal. Il est verbal, oui. C'est pas écrit? Non, ils n'ont pas besoin de m'écrire, parce que c'est moi qui écris. D'accord. Professeur, tout à l'heure, excusez-moi, en vous suivant, vous avez dit que tout médecin a l'obligation d'émettre un acte à la suite
de son travail. Et cela n'est pas une contradiction quand vous dites que des médecins sont allés exhumer des corps, ont posé des actes et par la suite, le compte-rendu, ce n'est que verbal. Alors que vous connaissez le dicton qui dit que le verbe s'envole, l'écrit reste. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pour indiquer à ce tribunal où ces corps ont été exhumés pour des fins d'ADN? Est-ce que vous pouvez indiquer? Vous ne pouvez pas, parce que c'était oral. Bon, je crois qu'avec tout le respect que je vous dois, la confusion est à votre niveau. Ensuite, Voilà, je veux savoir, votre réputation, parce qu'elle vous précède, cela est dû au fait qu'il n'y avait pas d'autres médecins légistes dans ce pays, ou bien c'est parce que vous travaillez correctement? À vous d'apprécier. C'est vous qui savez. Demandez aux autres pourquoi j'ai cette réputation. Moi, je ne vais pas vous parler de moi. Voilà. Alors, ensuite, est-ce que ces corps sur lesquels on a pratiqué cette analyse ADN et qui n'a abouti à rien parce que le résultat était négatif, alors, est-ce qu'on peut assimiler ces corps-là aujourd'hui aux disparus qui sont recherchés par les victimes dans ce procès du 28 septembre? Est-ce qu'on peut les assimiler à cela? Parce que ces corps-là, vous les avez exhumés. Aujourd'hui, on n'a aucun document pour attester l'identité de ces corps, pour savoir qui est enterré là-bas, où on les a enterrés. Est-ce qu'on peut les assimiler donc à ces disparus qui sont revendiqués de l'autre côté, selon vous? Mais attendez, il ne faut pas nous ramener en arrière. Je vous ai dit ceci. 27 corps ont été enterrés au cimetière Cameroun. 27 corps non identifiés sur les 58. 31 corps ont été identifiés formellement. Je suis d'accord. D'accord? Jusque-là, on est d'accord? Oui. Oui. Sur les 27 corps non identifiés, lorsque j'ai siégé au niveau de la Commission nationale d'enquête, connaissant qu'il y a des corps non identifiés qui ont été enterrés, et de l'autre côté qu'il y a des parents qui sont à la recherche de leurs corps, j'ai demandé à ce qu'on puisse faire des prélèvements ADN, faire une corrélation entre l'ADN de ces corps inhumés à Cameroun et l'ADN des personnes qui sont soumises au prélèvement. C'est ce qui fut fait. Et malheureusement, ce n'est pas 27 corps qui ont été prélevés pour des fins d'ADN. Vous imaginez 27 à transporter? On a essayé de prélever un échantillon, pensant que sur cet échantillon, avec un autre échantillon de personnes qui ont perdu leurs proches, on allait faire un croisement et retrouver leur ADN. Mais on ne l'a pas retrouvé. Monsieur Ba, Donc, professeur. s'il vous plaît. Oui, hein, oui, merci, monsieur le président. Monsieur Ba, Oui. on veut comprendre. Hein. Vous savez, le tribunal même vous a posé beaucoup de questions sur cette Oui. partie. Vous avez dit hein, à l'esplanade de la mosquée Faisal, 27 corps ont été, 27 corps ont été présentés. Est-ce que ces 27 corps-là ont été inhumés ce jour? Oui, monsieur le président, si je me rappelle, ce jour, on est resté jusqu'aux environs de 16h, 17h. On était là. Oui, est-ce que ces 27, Ces 27 corps ont été embarqués devant moi dans des camions inhumés au cimetière de Cameroun. Est-ce que ça veut dire que ce jour, aucun corps n'a été restitué à l'esplanade de la mosquée Faisal à ses parents? Si, je pense que je pense qu'il y a eu des corps qui ont été, un ou deux corps qui ont été identifiés à l'esplanade ce jour. Je pense. Alors, vous savez, on a fait le décompte. Ouais. Vous avez dit qu'il y a eu 58 corps. 58 corps. Vous-même, à votre niveau, vous avez restitué 31 corps. 31 corps. Il est resté 28 corps. C'est 27 corps. 27 corps. Ouais. Ces 27 corps, vous dites que ces 27 corps ont été inhumés Exposés. ce jour. Ouais. Exposés et après inhumés. Oui, le reste. Et quand vous nous dites encore qu'il y a un ou deux corps qui ont été restitués au niveau de l'esplanade, Non, oui, peut-être voilà la confusion. C'est que
Les 27 corps non identifiés ont été exposés. Parmi les 27 corps non identifiés, je confirme qu'il y a eu peut-être 2 qui ont été identifiés ce jour. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a eu au moins 2. Maintenant, c'est le reste là qui a été inhumé. Vous savez, quand vous faites des variations, le tribunal sera dans l'obligation de noter ces variations parce que nous, nous retenons tout ce que vous êtes en train de dire ici. Vous savez, le président, c'est que le temps aussi. Hein, parce que je vois que vous êtes en train de dire à Maître Chérif que les 27 corps ont été inhumés ce jour. Ça veut dire que ces 27 corps n'ont pas été identifiés et ils ont été inhumés ce jour. Oui, et pendant ce temps, vous êtes en train de dire au tribunal qu'il y a eu 1 ou 2 corps qui avaient encore été restitués au niveau de l'esplanade. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Oui, Monsieur le Président, encore une fois, 2009-2024, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Comprenez? Et aujourd'hui, je suis en train de voir, parce que lorsqu'on a exposé les corps, je me rappelle que les corps beaucoup étaient décomposés, mais je me rappelle effectivement que... Il a dit décomposé. Décomposé. Allez-y. S'il vous plaît, n'interrompez pas le témoin. Voilà, certains corps, pas tous les corps. Donc, je confirme effectivement qu'il y a eu maximum 2 corps qui ont été identifiés et puis envoyés par les parents à partir de l'exposition des corps. Je me rappelle encore. Alors, si on prend 2, ça veut dire que 25 alors, 25 ont été inhumés. 25 inhumés. Bon, notez, le greffe, notez cette variation. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Professeur, oui. Une fois encore, sur les 25, puisque ce n'est plus 27, mais 25 ont été inhumés, et sur les 25, combien ont été exhumés pour l'ADN? Avec précision. Sur les 25, je vous ai dit que j'ai exhumé, ce n'est pas tous les corps qu'on exhume. Dans la fosse, on récupère les membres. On a exhumé 3 fémurs d'un corps, 3 fémurs, donc ça fait 3 corps. Et puis on a exhumé aussi 2 bassins. Donc après, on a exhumé 5 corps. Vous avez exhumé 5 corps. 5 corps. Alors, est-ce que le fait d'avoir fait ce travail à mi-chemin, c'est-à-dire sur 25, alors qu'il y a des personnes non identifiées qui ont été, disons, inhumées, ils sont non identifiés. Pourquoi vous n'aviez pas pris soin d'exhumer la totalité de ces personnes pour au moins les comparer avec les 5 personnes, l'ADN des 5 personnes qui ont accepté de venir pour ce travail, cette analyse? Oui, écoutez, pour 2 raisons. La première, c'est que je ne peux pas exhumer 27 corps et les embarquer pour envoyer pour l'exhumation. Ça, c'est 1. Deuxièmement, encore une fois, on a voulu dans un premier temps faire un test de probabilité. Est-ce que dans ces corps, les prélèvements qu'on va faire ici, vous pouvez me faire la même question pour demander pourquoi je n'ai pas prélevé toutes les personnes ayant déclaré la perte d'un parent. Donc, j'ai prélevé, j'ai pris un échantillon. J'ai comparé avec l'échantillon des victimes que j'ai envoyé. Mais je n'ai pas trouvé. À supposer, par exemple, que je trouve que, il y a un cas positif chez qui on a trouvé. Qu'est-ce que j'allais faire? Je vais dire au président du tribunal, je vais leur dire, bon, écoutez, il y a une forte probabilité que parmi les corps qui se trouvent dans cette fosse, qu'il y ait quand même des personnes qui ont leurs parents, qui ont perdu leurs parents qui se trouvent là. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Faites une exhumation totale et prenez tous les corps. Voilà. Mais si le fait d'avoir essayé cette probabilité, c'est un problème, moi je me... Peut-être... Pourquoi... C'est ce que je vous dis. Pourquoi je n'ai pas prélevé? Vous auriez pu me dire, il y a combien de personnes qui réclament avoir perdu leurs parents? Alors, prélevez toutes ces personnes-là. Alors, pourquoi spécifiquement? Donc, on a essayé, on n'a pas trouvé.
Sur 5 personnes. On a essayé sur 5 personnes, on n'a pas trouvé. Enfin, donc Et ça, ce n'était pas une mission médico-légale. Donc, il y a C'était 20 une mission, s'il vous plaît, c'était une mission de la commission d'enquête. Pourquoi la commission n'a pas exigé à ce que vous continuiez sur les 20 autres corps? Ben, elle n'a pas exigé. Pourquoi? Ah, je ne sais pas. Pourquoi vous n'avez pas insisté? Ah, je n'ai pas insisté, je leur ai Alors, donné... disant il y a 20 autres corps qui restent. Je pense que quand je suis revenu, j'ai eu le résultat. La procédure avait déjà commencé, c'est-à-dire l'instruction de cette affaire et tout ça. Parce que dès que je suis arrivé, je me rappelle, on m'a aussitôt appelé pour me demander d'envoyer mon rapport. Je l'ai déposé. Mais on ne m'a plus demandé. Si on m'avait demandé, j'allais... Parce que de toute façon, aussi, c'est l'État guinéen qui paye. J'allais le faire. Continuez, Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, respectueux assesseurs, voilà le parcours ce jour, 28 septembre, 29 septembre et 30 septembre 2009, de colonel Abla Chérif Diaby. Succinctement, à entendre la narration de ces faits, colonel Chérif est venu à Donka 3 fois. La première fois, c'est ce jour-là, 28 septembre, après qu'il ait quitté le camp pour rencontrer Monsieur le Président. Et à son arrivée, il a trouvé des personnalités du ministère de la Santé. Et ces personnes ne sont pas des personnes ordinaires à lui. C'est des personnes qui lui ont inculqué des connaissances. Ce sont ses professeurs, ses enseignants. Et en pleine journée, comment, face à un tel drame, que Monsieur le ministre, en sa qualité de ministre d'État de la Santé, puisse se permettre de proférer des injures, de porter des coups sur des personnes qui sont déjà couchées par terre, malades. Et en présence de qui? En présence de ses professeurs. Professeur Namori Baldé, Namori Keta est passé ici, Monsieur le Président. Nulle part dans sa narration des faits, il n'a fait état qu'un seul instant que le colonel Chérif a porté des coups. Ce monsieur, c'est des références de ce pays, ou une des références de ce pays. Il ne peut pas accuser le colonel, il ne peut pas aussi refuser de dire ce qu'il a fait. Alors, mais si on veut coûte que coûte mettre la main sur une personne, on passe par tous les moyens illégaux. Son deuxième passage à Donka, c'était là où il est passé et puis tout de suite il a continué pour rencontrer son équipe au département pour mettre automatiquement en place un devis pouvant amener monsieur le chef de l'État à l'époque de prendre une décision d'ordonner la sortie de ces fonds pour s'occuper de ces malades. C'est une action salutaire. C'est une action salutaire. Et lui seul, le même jour, Monsieur le Président, il est parti rencontrer Monsieur le Président Dadis. Ce dernier aussi était prêt sur ses pieds. Il a donné l'ordre au ministre des Finances de débloquer un montant important pouvant soulager les blessés. C'est un médecin, c'est vrai. Mais en ce moment précis, il était ministre d'État. C'est ministre d'État. Son troisième passage à Donka, Monsieur le Président, c'est en compagnie de ces deux hautes personnalités de l'État, des deux États d'ailleurs. Le président Dadis, et tout le monde l'a vu le jour-là, à la télé, en compagnie de l'ex-président de Burkina Faso, Blaise Compaoré. Le ministre était à ses côtés. Mais à quel moment donc, colonel Chérif a blessé? À quel moment il a porté des coups? À quel moment? Le parquet ne vous a pas précisé cela. Mieux, Monsieur le Président, vous avez pris soin, vous avez pris la prudence, vous avez pris la patience totale d'entendre tout le monde, toutes
toutes les parties civiques qui sont passées ici, une à une. Quelqu'un n'est pas venu ici vous présenter en face pour dire que le shérif m'a boxé ce jour-là. Qui était présent? Voilà la personne qui était présente ce jour-là. Voilà une autre personne qui était présente ce jour-là. Que le shérif m'a porté des coups. Et ces mêmes parties civiles, personne n'a exhibé un certificat médico-légal justifiant que c'est suite aux coups et des blessures administrées par le colonel à son encontre qu'il a eu cette incapacité. Personne. Personne. Les témoins sont venus. Monsieur le Président, encore une fois de plus, on avait affaire à deux catégories de témoins. Il y avait un groupe qui sont venus déposer de manière honnête, de manière sincère, parce que ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont vécu. Parce que ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont entendu avec des preuves d'autres témoins à l'appui dans cette salle. Je reviendrai là-dessus lorsque je vais attaquer en ce qui concerne ces infractions précises. Mais un autre groupe, c'est ceux-là qui étaient venus ici simplement, Monsieur le Président, pour une promenade de santé. Quelqu'un qui est à l'extérieur, quelqu'un qui a fui, qui vous dit, j'ai appris, je suis un journaliste. Il est allé jusqu'à même prêcher le faux dans cette salle. Mais qu'est-ce qu'il veut en fait? Qu'est-ce qu'il voulait chercher? Simplement, c'était pour apparaître simplement à la petite télévision. C'était une promenade de santé. Il n'a rien donné. Il nous a fait plutôt perdre de temps. Il sait, la personne qui est en train de parler, là où il se trouve, dans son bureau, il m'entend, il m'écoute, et il sait, c'est de lui que je parle. Alors, pourquoi donc on reproche, colonel, des faits de coups et blessures volontaires, en dépit des actions qu'il a menées, en dépit de ces actes qu'il a posés? Docteur Fatou, ce qui est passé, Monsieur le Président, ici, c'est une dame que je respecte. Elle est respectueuse, elle est respectable. Mais nulle part, dans sa conscience, n'a présenté ici un élément constituant des reproches quelconques à l'encontre du colonel. Parce que c'est elle qui était directrice nationale dans ton cas. Quand même, elle recevait tout le monde. Pour vous dire que cette infraction n'est pas constituée, Monsieur le Président, de manière classique, chaque infraction, pour sa constitution, il faut l'emploi, il faut la constitution des éléments. Il faut que ces éléments soient réunis. Au sens de l'article 239, Monsieur le Président, vous avez 3 éléments. Le premier élément, c'est le test lui-même, l'élément légal. On ne discute pas là-dessus. Le second élément, c'est l'élément matériel. Mais cet élément matériel renferme des petites conditions sans lesquelles l'on ne saurait indexer quelqu'un pour coups et blessures volontaires. Il faut d'abord le premier élément, ou sous-élément de cet élément matériel, il faut un acte de violence physique infligé à une victime. Un acte de violence physique. Cet acte, c'est au sens large. Ça peut être une arme blanche. Ça peut être une partie, n'est-ce pas, des membres de la personne. C'est-à-dire les mains, les pieds, la tête. Il faut un acte de violence physique. Le législateur a été très clair. Un acte de violence physique. Qui a présenté cet acte ici? Ou qui a présenté un des actes? Que c'est à partir de cet acte-là que le colonel s'est jeté sur ma personne, m'a boxé, m'a piétiné, m'a giflé, m'a blessé. Nous avons donné ici
j'ai décidé d'assurer la défense du colonel. Et c'est pourquoi, au prix de mon temps, j'étais dans cette salle d'audience depuis le début, 28 septembre 2022, jusqu'à date à laquelle ils sont de présenter les plaidoiries. Je suis présent. J'écoute, je parle peu. Parce que si ce n'est pas important, je ne m'intéresse pas. Parce que si ce n'est pas nécessaire, je ne prends pas la parole. C'est lorsque, véritablement, c'est nécessaire, je demande la parole respectueusement à Monsieur le Président. Et vous m'accordez ce droit. Je vous en félicite et je vous remercie d'avance.